dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Dans les îles comme dans toute autre zone proche de la mer, l'air salin domine, oxyde plus encore nos voitures, bijoux ou appareils électroniques. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas obligés de jeter chaque objet oxydé. Et oui, des astuces émergent de plus en plus tout en étant écologiques. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Roussel, fondateur de l'entreprise ProBlast qui justement propose ses services en sablage humide, étanchéité de réservoir et peinture en poudre pour décaper ce que vous avez de rouillé. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe et Olivier sur le projet ProBlast, son parcours d'entrepreneur unique et ses projets d'avenir. Olivier, Irana, bonjour. merci de venir nous voir dans le studio des Pacific Buzz. Rapidement, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et ton parcours avant d'arriver donc, dans l'entreprise ProBlast que tu as créée aujourd'hui. Résumer une vie en quelques C'est ça. mots. Juste pour précision, ProBlast, en fait, on est deux. Ouais. Y a Stéphane et moi. Stéphane aime pas vraiment l'exercice du paro, donc c'est plutôt pour ma pomme. C'est toi l'ambassadeur du coup. Oui. Comment résumer ça? J'ai 47 ans, je pense. J'ai un peu arrêté de compter, je dois dire. Ça se voit pas. C'est parce que j'ai le bonnet, on voit pas les cheveux blancs. Parcours complètement atypique. J'étais pas du tout calibré pour aller dans l'entrepreneuriat. Ouais. Absolument pas. Mais un peu comme tout le monde, j'imagine qu'on se cherche. Donc j'ai tendance à nous définir, nous, comme des artisans industriels. À la base, j'étais prof d'anglais. Rien à voir. Oui, non, rien à voir. Un parcours scolaire catastrophique. Des résultats totalement en berne. Après, on peut se trouver tout un tas de justifications et d'excuses sur ce genre de choses. C'était pas un cursus qui me convenait pour tout un tas de raisons qu'on a découvert finalement assez tardivement parce que il semblerait que j'ai pas mal de traits autistiques. Donc c'était pas véritablement adapté à mon fonctionnement. Mais après l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai suivi le programme Erasmus. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il existe encore ce programme-là, qui est un programme d'échange d'étudiants à l'international. Ça n'existe pas mais ici à Tahiti maintenant. D'accord. Que je recommande vivement. Si tu es étudiant, étudiante et que tu as envie de voir du pays, vas-y. Donc moi j'ai été balancé en Angleterre sur différents sites, des hotspots de type Londres, Leeds, Bradford, des coins très banlieues, très villes. Et j'ai commencé à être assistant. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est un peu la personne timide au fond de la classe qu'on regarde avec des gros yeux et qui distribue les polycopiés, qui fait quelques discussions avec les gens. Mais en réalité, il faut savoir que le système éducatif britannique est un système privatif. Donc assez rapidement, du fait que c'était en banlieue, que c'était quand même assez difficile, j'ai pris des positions de plus en plus marquées jusqu'à être pseudo-titularisé et donc être en charge de cours de français et d'anglais là-bas. Sauf que je suis rentré parce que très amoureux et que j'avais l'intention de passer l'agrégation, etc. Pour faire court, ça s'est pas du tout configuré comme ça. Les accidents de la vie et la demoiselle ayant préféré aller ailleurs, ça m'a permis de revisiter complètement et de recalibrer qui je suis, ce que je voulais faire, etc. Et j'y ai vu quelque part ce qu'allait devenir l'éducation française, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on tend de plus en plus vers un système privatif où finalement on recrute et où les gens vont là-bas pour des histoires de salaire, de vacances, de trucs comme ça, mais pas forcément pour la vocation. Et Dieu sait qu'il faut avoir la fibre d'être avec l'humain, quoi. Ouais. Donc à partir de là, je me suis réorienté vers Tahiti. Faut savoir qu'ici, je suis arrivé, j'avais 3 ans. Mon père était pilote dans l'armée, il faisait partie des méchants, c'est-à-dire qu'il était sur les essais nucléaires à Moroboa. Et d'ailleurs a manqué d'y laisser sa vie. Ceci pour ouvrir la parenthèse que tout le monde a payé le prix de ce truc-là, qu'on soit polynésien, expatrié ou pas, etc.
Et à partir de là, on a beaucoup bougé dans le monde. Donc globalement, moi j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Thaïlande, j'ai travaillé un peu partout et je suis revenu en Polynésie parce que finalement c'est mes premiers souvenirs. Mes premiers souvenirs sont... Finalement, tu avais passé une partie de ton enfance ici, donc... Oui, j'étais à Tutalaitanais, enfin voilà. Et je suis revenu ici parce qu'on essaie de retrouver ses racines, même si on a vécu un peu partout, il y a toujours un appel de la terre qui résonne, quoi. Et puis je dois dire que bon, le climat européen et le style européen me convenaient pas vraiment en termes de speed, on va dire, d'agressivité, de trucs comme ça. Relationnel aussi, c'est clair. C'est un peu difficile, sur des psychés comme la mienne, c'est un peu complexe. Je préfère être avec des gens qui voient le verre à moitié plein qu'à moitié vide, on va dire. C'est clair. Donc revenu ici, et puis reprendre le chemin de rentrer par la petite case à Océania en tant que commercial, vendre du lait, des trucs comme ça. Et se former sur le tas parce que finalement, pas de formation académique d'auto-entrepreneur. Et réaliser au fur et à mesure que je commençais à être de moins en moins taillé pour être dans une hiérarchie, pour obéir aux ordres, pour dire les choses brutalement. Du fait certainement de cet aspect autistique, mais sans pour autant aller chercher des excuses, du fait que j'avais ma manière de faire les choses, de voir les choses, etc. Donc au fur et à mesure, devenir entrepreneur et répondre à moi-même devenait parfaitement logique. Ce qui finalement est transvasé un problème vers un autre. Si on a un problème avec une hiérarchie, en réalité, tu ne te mets plus en service d'une hiérarchie, mais tu viens par te mettre au service du client. Ouais. Ce qui est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais ça te laisse une latitude de travail qui n'a rien à voir. Donc, parcours complètement accidentogène, auto-entrepreneur, autodidacte. J'ai vraiment fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai fait de l'audit, j'ai fait du placement financier, j'ai boursicoté en tant que trader, j'ai été dans l'immobilier à l'étranger, j'ai vendu des DVD sur Tahiti beaucoup, j'ai fait des containers entiers de one-shot, de trucs comme ça. Et au final, pour en arriver là maintenant à Problast, cette société de décapage et de thermolacage, pour faire simple. D'accord. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a amené dans cette industrie qui est quand même assez spécifique, c'est relativement technique, tu arrives avec un bagage qui est quand même très différent, plus sur le service, l'éducation, etc. Comment tu as fait le pas de l'un à l'autre? Est-ce que c'est par hasard de la vie ou il y avait quand même derrière quelque chose qui t'y a attiré? Jean-Claude Van Damme, le grand écart. Non, en réalité, j'ai toujours été dans un souci d'économie, de ma pensée, de l'effort, de l'investissement, de ce genre de choses. La notion de partir dans tous les sens, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. Et la plupart des gens, justement, en regardant mon parcours, se disaient que j'étais un couteau suisse, que je partais justement dans tous les sens. Mais dans ma tête, en réalité, le puzzle s'assemblait au fur et à mesure. C'est-à-dire que je complétais des données de savoir que je n'avais pas eu de manière académique. Donc d'un côté, j'ai été travailler de la logistique, de l'autre, j'ai été travailler de la commande, de la troisième, j'ai été travailler des ressources humaines, etc. Pour enfin me dire, ça y est, j'ai à peu près le bagage global avec la comptabilité, je dois être à peu près en mesure de pouvoir me lancer seul. Ensuite, il y a l'aventure humaine, musique dramatique. J'ajouterai au montage. Ouais. On cherche tous quelque chose, je veux dire. Je vais sortir des grosses phrases téléphonées de PMU, mais on a tous une soif qui est complètement différente les uns des autres, des troisièmes, etc. et qui varie en fonction des âges. Moi, j'ai toujours cherché à remplir une espèce de colère, de soif, de besoins inextinguibles à l'intérieur de moi, et j'ai cherché des axes. Je me suis dit, peut-être que c'était en dirigeant des hommes que j'allais pouvoir exprimer totalement cette espèce d'énergie qui partait dans tous les sens. J'ai géré jusqu'à 60 mecs, ça m'a pas rempli du tout. Ensuite, ça a été l'oseille. Je me suis dit, tout est fait vers cette société de consommation, sur cette espèce d'étiquette de savoir qui tu es. Quand on te demande qui tu es, on te demande rarement est-ce que tu es heureux. On essaie plutôt de voir si tu roules en grosse bagnole
Donc je me suis dit, ok, on va taper dans l'oseille et j'en ai fait énormément. J'ai eu des métiers où j'ai gagné énormément d'argent, notamment en tant que courtier ou dans l'immobilier. Ça a été totalement indécent et en fait, non, ça remplit pas du tout. Et il se trouve qu'en fait, Stéphane est venu me voir lui était menuisier et ébéniste, totalement passionné par ce qu'il faisait, avec de l'amour dans son travail. Moi, je regardais ça avec des yeux écarquillés parce que j'étais pas du tout dans le délire d'utiliser mes mains, mais plutôt mon cerveau. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et quand je comprends pas un truc, ça devient quasi maladif. J'ai besoin de comprendre, quoi. J'ai besoin de comprendre. Donc je mange de l'information et j'ai regardé de plus en plus ce qu'il faisait, mais tu peux accepter ce que fait un copain sans pour autant le comprendre. C'est un petit distinguo qu'il faut sous-peser. Et lui venait souvent me présenter des business models parce qu'il tournait un peu en rond, des idées, parce que j'avais cette façon de penser un peu mathématique, en me disant qu'est-ce que t'en penses, c'est ça, qu'est-ce que t'en penses. Et puis un jour il m'a parlé de ce projet, un jour éthylique d'ailleurs, et on s'est emballé et je lui ai dit que, enfin j'étais pas fan sur le coup, puis je me suis dit je vais réfléchir sur le projet et en fait je me suis dit qu'il y avait quelque chose, qu'effectivement il y avait quelque chose à gratter. Et je sais plus quelle nation avait cette vision en fait de savoir si un projet est bon, il faut en discuter sous influence de l'alcool, trouver que c'est une bonne idée et ensuite en discuter tête froide, et si on trouve que c'est aussi une bonne idée, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Et tête froide, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement quelque chose à creuser. Et je me suis dit que j'allais faire une aventure avec mon copain, et c'était l'occasion d'avoir une aventure humaine. D'accord. Et il se trouve que cette société, on a le sentiment d'être utile. Il se trouve que... je ne fais pas de jugement de valeur. Si toi qui nous écoutes travailles dans la finance ou ce genre de choses, je suis passé par cette case-là, c'est pas un jugement de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on recherche à remplir son âme, moi j'ai le sentiment que quand je rends un produit aux gens qui viennent nous voir chez ProBlast, je vois le sourire sur leur visage. J'ai l'impression d'avoir aidé leur vie. Il y a une différence entre ça et lui donner une baguette de pain, où voilà, c'est un échange transactionnel standard. Là, j'ai l'impression que il m'a amené une vieille machine à coudre de sa grand-mère qui d'un seul coup a revu le jour, et il y a de l'émotionnel, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis rendu compte que ça me remplissait, l'humain me remplissait, le fait d'être tourné vers l'autre me remplissait. Et c'est des choses sur lesquelles j'étais absolument pas, parce que j'étais vraiment dans une démarche purement cartésienne, mathématique, d'argent, le youpi, quoi, le cadre sup de base, quoi. Et alors du coup, cette entreprise qui te satisfait aujourd'hui, dans laquelle tu t'épanouis, elle existe depuis combien de temps maintenant? Vous faites quoi? Combien de personnes sont dans l'entreprise? À quoi ça ressemble ProBlast aujourd'hui? C'est un beau bordel. Non, c'est assez organisé, mais comme j'aime à le dire, on est des artisans industriels, parce qu'on travaille avec des machines industrielles, mais que on n'est pas très nombreux dans ce domaine d'activité, ou alors les gens le font un peu différemment de nous. On a du gros matériel de pointe, et l'idée était de rénover des choses, parce qu'on aimait bien se pencher sur les rénovations de bagnoles, de motos, des trucs comme ça, mais les pièces n'existent plus, donc on voulait des moyens pour pouvoir les décaper sans pour autant les désintégrer, les pulvériser ou les amoindrir. On a vu qu'il existait tout un tas de méthodes, et on a vu cette méthode-là, qui est le blast, ou le wet blast, ou le sablage humide en français, qui diffère du sablage classique en ce sens que tu ne retires pas de matière saine. C'est-à-dire que le sablage classique va être de l'air et un abrasif. Le wet blasting va être de l'eau, de l'air et de l'abrasif. Donc ton finish est beaucoup plus lisse, tu ne perds pas de matière noble, tu n'as pas d'effet de gauchissement, c'est-à-dire qu'en fait ta tôle ne se tord pas, ce qui fait que quand tu dois la réemboîter, elle est parfaite. Tu n'as pas de problème d'électricité statique ou d'étincelle, ce qui peut être absolument déterminant quand tu travailles sur des réservoirs comme nous on le fait. Et voilà, et on a commencé à faire un benchmark un peu, à regarder un peu ce qui se passait sur la Polynésie. On n'a rien inventé, je veux dire, ce principe de sablage humide, il existe depuis les années 50, sauf qu'ici il n'était pas très très représentatif.
On a vu qu'il y avait des entreprises qui faisaient du sablage classique, avec tous les problèmes que ça augure, c'est-à-dire qu'il y a des maladies induites au niveau des poumons qui s'appellent la silicose quand tu respires trop de silice. Le silice étant l'abrasif de base, le sable, hein, si tu préfères. Ça voulait dire qu'il fallait travailler avec un espèce de caisson de cosmonaute. Enfin, c'est très avec le climat d'ici, voilà. c'est pas forcément très pratique, quoi. Alors, il y en a qui sont réfrigérés, il y a tout un tas de solutions, mais voilà. Et on a vu qu'en fait, cette solution, nous, en termes de propagation, si le sablage classique, l'image que j'utilise souvent, c'est que le sablage classique, quand tu shootes quelque chose, tu as de retomber sur la taille d'un terrain de football. À hygrométrie standard, c'est-à-dire s'il pleut pas trop, s'il n'y a pas trop de vent, et voilà. Le blastage, nous, on va rester dans le rond central du terrain de foot. Donc, il y a de la dispersion, mais on est très très loin de tout le reste. Et tu n'es pas obligé, selon les pièces bien évidemment, de travailler en combinaison d'astronaute. C'est-à-dire que tu peux travailler juste comme ça, sans masque, sur le museau. Donc on s'est dit que c'était pas mal, parce qu'en fait, on a vu qu'on était un peu dans cette espèce de démarche de recyclage, on va dire. D'accord. Alors c'est là qu'on rentre un peu dans un domaine qui est à prendre avec des pincettes, parce que ce n'est que là que j'ai appris des termes comme le greenwashing, que je ne connaissais pas du tout, qui est en fait le fait de s'étiqueter éco-responsable, etc. Mais en fait purement dans un but marketing, histoire de faire bien, histoire de faire j'ai la classe à Dallas, venez nous voir, c'est super propre. Sauf que derrière le mur, c'est Beyrouth. Mais il se trouve que ce système-là était cohérent dans ce sens-là. Donc on s'est dit, on va accentuer le mouvement. Donc en fait, on est devenu un peu des écolos, si tu veux, mais par accident. On est d'une génération où le tri n'existait pas, je veux dire. Petit, nous, on jetait tout dans la benne, rideau, quoi. Mais c'est nos enfants qui, eux, font la différence. C'est-à-dire que moi, je demande à mes gamins dans quelle benne je dois mettre tel ou tel truc. Et le paramètre éducatif est essentiel. Donc on s'est un peu engouffré dans cette brèche-là en se disant on va être dans la même ligne. On est dans un type de décapage que grosso modo il n'y a pas vraiment sur le territoire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce qu'on a de la concurrence, mais elle est un peu différente, puis c'est des gros monstres, hein, c'est-à-dire que c'est le groupe Fourcade, c'est Jean-Pierre si tu nous écoutes. Je me souviens d'un rendez-vous avec lui où il m'avait dit il faut se donner les moyens de ses ambitions. C'est ce que je fais, Jean-Pierre. On a aussi le groupe Somalu, par exemple, en face de nous. Enfin, je veux dire, c'est des espèces de... C'est pas la même échelle, quoi. C'est des titans. C'est des titans. Et on se compare absolument pas à eux. Mais on est à peu près sur les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'on va être sur du décapage et du thermolacage, qui est une peinture en poudre conduite par électricité. Donc nous, on s'est dit, on décape, c'est bien beau. Il faudrait qu'on ajoute une peinture dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être à peu près dans cette veine-là? Et on s'est rendu compte qu'en fait, le powder coating, pour faire américain, ou thermolacage ou revêtement par poudre, était dans cette veine-là parce qu'elle n'utilisait pas de solvant ou d'additif. Il n'y avait aucune propagation dans la couche d'ozone, etc. On s'est dit, tiens, c'est à peu près raccord. C'est une utilisation du plastique aussi. Donc on s'est engouffré dedans et on s'est rendu compte que, bon, évidemment, on a un peu bossé notre sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça ici sur le territoire. Il y a effectivement le groupe Fourcade, il y a effectivement Somalu, mais ils travaillent par exemple sur leur propre portail, leurs propres outils. Et ils sont ouverts vers le marché extérieur. Nous, la boîte, on l'a ouverte en B2B et B2C, c'est-à-dire pour parler plus simplement, auprès du client particulier, comme du professionnel. Le mec qui veut aller plus vite pour décaper ses trucs. Et le particulier. Donc on a commencé à grossir comme ça. La boîte a maintenant 3 ans, 4 ans. On est des bébés. On est Stéphane et moi. On a un CAE par l'entremise de Rodolphe Toutairi de Police 2000 qui nous a filé un gros coup de main sur le montage du dossier parce que ce gars-là est vraiment tourné vers les mecs des quartiers, etc. Il a un sens de l'humain très important et le CEFI qui met en place ces enveloppes avec le gouvernement pour aider les entrepreneurs où pendant 1 an, pour ceux qui ne savent pas, tu ne casques rien en termes de salaire et tu as la possibilité donc, de former quelqu'un de A à Z et éventuellement l'embaucher à la fin. Ce qui est pour le tissu économique polynésien absolument
déterminant. Parce que Vaya qui bosse avec nous est un gars qui n'a aucune formation. C'est-à-dire que c'est un gars, il sort de nulle part, il n'a jamais travaillé, il n'a aucune cotisation sociale, et il est en train d'apprendre un métier, il est en train de re-rentrer il est en train de s'insérer. Donc je dis pas ça au sens où on fait du social et où on est Père Christophe à chercher des points auprès de Dieu. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est que vous faites votre contribution. Il y a un échange de procédés qui va au-delà du rapport employeur-employé de tu me donnes un service en échange de quoi je te donne un salaire. Bon, en l'occurrence, on ne donne pas de salaire, c'est le CEFI qui le fait. Merci. Mais il y a une vraie dimension humaine. C'est chouette de voir un gars qui se remet au turbin, qui se remet dans des horaires à se lever, etc. Il y a quelque chose de magique quand tu vois ça. Et c'est le genre de truc où toi, en tant qu'employeur, basiquement, tu as vraiment toutes les techniques possibles, et c'est pas toi que je vais apprendre ça, de management. Moi, j'ai eu 50 techniques de management avec les gens avec qui j'ai bossé, mais quand tu es sur des rapports comme ça, il y a une vraie magie qui opère. C'est clair. Il y a une vraie magie qui opère, parce que tu vois quelqu'un grandir sous ton ombre ou sous l'ombre des organismes payeurs. Et pour le contexte économique actuel polynésien, c'est génial. La seule difficulté, si tu veux, c'est qu'on a beau mettre en place ces systèmes-là, on a beau communiquer à mort dessus de manière très simple, etc. On a vraiment besoin de mecs comme Rodolphe Utairi ou d'autres, parce qu'il a toute une équipe, et il n'y a pas que lui, hein. Parce qu'il faut réussir à aller chercher le polynésien, le tata de quartier ou du Fénois Échéré qui, lui, ne sait pas, ou va être peut-être trop timide pour avancer vers. Donc il faut aller les chercher, il faut aller les voir. Parce que tu as beau avoir tous les dispositifs de l'univers, si on ne vient pas frapper à ta porte, zéro, quoi. Et ça, c'est magique. Et c'est là que l'entraide polynésienne, tu vois, ce dont on parle toujours, marche. Du feu de Dieu, quoi. Alors, je veux revenir à toi quand même, parce que là on parle de l'entreprise, mais donc tu dis les entreprises existent depuis 3-4 ans, toi tu as eu pas mal d'expériences d'auto-entrepreneur. Au fil de toutes ces années à ton compte, au fil de l'expérience de monter une entreprise avec cette approche très responsable d'un point de vue environnemental, social, etc. Quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon que tu as apprise ? Sur toi, sur la vie, sur le travail. Elles se répètent et c'est sensiblement toujours les mêmes. Tout le monde a son petit gimmick. Tu sais, tous les chefs d'entreprise ont leur punchline ou mais la réalité, elle est beaucoup plus simple que des histoires de... On peut difficilement transmettre une expérience aux gens. Je peux expliquer et les auditeurs, auditrices peuvent se dire tiens, oui, je me reconnais dedans ou non, tiens, ça c'est intéressant ou pas. La réalité, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de jacter. Il faut faire. Point à la ligne. Et il faut arrêter de se trouver des excuses de j'ai pas la thune, j'ai pas le temps, le contexte est pas bon. On a lancé cette boîte en plein Covid, quoi. Ouais. En plein Covid. Mais vraiment. Où tout le monde c'était la guerre, tout s'effondrait. Il faut faire. Faites. Vous avez une envie, ayez de la détermination, rentrez dedans. Mais rentrez dedans de manière sensée. C'est-à-dire, faites vos devoirs avant. Et tournez-vous vers les autres parce que, pareil, encore punchline de PMU, mais seul c'est bien beau, mais t'avances pas, quoi. Il faut y aller à plusieurs, quoi. Il faut y aller à plusieurs, chacun a une vision complètement différente. La vision de Stéphane de la boîte n'est pas du tout ma vision à moi, et j'ai besoin de sa vision à lui, quoi. Lui va avoir une approche plus pondérée, moi je vais avoir une approche beaucoup plus rentre-dedans. Je lisais encore la dernière fois la gimmick de Richard Branson, là, de Virgin, qui disait si vous avez une super opportunité, dites oui d'abord et apprenez à le faire après. Et dans le principe, ce qui nous freine tous, c'est ça. Combien de copains, combien de gens on connaît qui ont une idée ? Oui, je vais faire. Ah, j'aimerais bien. Fais-le, quoi. Arrête. Il n'y aura pas de bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais une espèce de concordance stellaire entre j'ai l'oseille, j'ai le temps, j'ai la santé, j'ai le machin. Et vous remarquerez que dans vos choix de vie, c'est toujours ça. C'est jamais le bon moment d'avoir un enfant. Parce qu'on se dit, non, il faut un boulot où j'ai plus d'oseille. Faites-le. Tu le sens, ton âme vibre, bah, il faut y aller, quoi.
et tu t'adaptes au fur et à mesure, quoi. Alors Stylis, ça vient pas sans sacrifice malgré tout. Tu le disais, quand tu es venu t'installer ici, tu es reparti de zéro. Donc c'est quand même sortir d'une routine, d'une zone relativement confortable, redémarrer de zéro, lancer une entreprise en plein Covid, c'est repartir de zéro avec énormément de risques. Comment toi tu gères, parce que quand on t'entend parler, on sent l'énergie, on sent l'engagement, mais comment tu gères cette transition? Comment tu gères le fait de te dire c'est le Covid, mais on va quand même y aller, on va lancer une entreprise. Quel processus, avec ton associé, comment vous avez réussi à vous motiver, à vous rassurer aussi peut-être, parce que c'est souvent ça qui empêche les entrepreneurs, c'est vraiment de se dire, je sais pas, quoi. Tu soulèves un point qui est capital, c'est-à-dire qu'il faut pas confondre motivation, engagement et aveuglement ou obstination. C'est-à-dire que j'ai vu et j'ai moi-même fait des projets, parce que mon fonctionnement mental est ainsi fait, où je me suis totalement enterré à foncer droit dans le mur et à me dire ça va passer. C'est-à-dire que dans tous les discours des gens super successful que vous verrez à gauche à droite, ou même les méga stars, ils vous disent tous la même chose, c'est qu'il faut y aller, il faut rentrer dedans, il faut casser les règles, il faut grandir de l'échec. Et c'est une réalité, tu peux pas y arriver. De quoi que ce soit qu'on parle. De relations de couple, de sport, d'argent, tu peux pas y arriver en un claquement de doigts. Si tu y arrives, c'est un coup de bol. Et ça veut dire que derrière, tu vas te planter, mais tu vas te planter encore plus haut parce que tu n'as pas pris les claques que la vie te met constamment dedans. Tu parlais d'échecs, des échecs, j'en ai eu, mais des phénoménaux. Phénoménaux. J'ai eu un moment dans mon parcours de vie, un accident de moto qui m'a laissé complètement... je veux dire, on m'a dit que jamais plus je courrais et que je marcherais toujours avec une canne, etc. Dans la même année, j'ai divorcé, j'ai perdu ma baraque, j'ai perdu toutes mes économies. J'en ai eu plein, des chutes spectaculaires. Mais il y a un moment, voilà, soit tu es assis et tu pleures, soit tu fais ton deuil, parce que c'est une phase nécessaire, et tu y vas, et tu rentres dedans, parce que toute la vie n'est que ça. Rien n'est statique. Je ne connais personne qui a une vie statique. Il y a des chamboulements, et le chamboulement a soit deux effets sur toi. Soit il t'anéantit, soit tu t'adaptes. Ouais. Et on a beau être soi-disant en haut de la chaîne alimentaire, on fait partie de ce gros écosystème terrestre. Et l'écosystème terrestre, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est de l'adaptation, c'est de la survie du plus fort, et c'est... changer, avancer, grandir, s'étendre. Et ton moteur dans tout ça, c'est quoi, toi, à titre vraiment personnel? Parce que tu viens de le lister, tu as quand même connu des expériences difficiles qui auraient laissé beaucoup de personnes un peu sur le carreau. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je me suis planté, mais je continue parce qu'il y a quelque chose qui me drive, il y a quelque chose qui me... Chaque claque que tu prends... Chaque claque que tu prends, de la même manière, encore je vais me répéter, mais chaque claque que tu prends peut être appréciée de deux manières. C'est-à-dire que soit tu peux décider que tu sors ta coquille, tu la mets sur la tête à la Calimero, tu dis c'est trop injuste, la vie c'est moche, c'est l'autre qui m'a fait ça, ah oui mais bon c'est elle qui m'a quitté, ah oui mais c'est lui qui m'a piqué tel marché. Soit à un moment tu réalises que c'est comme ça. On est tous en train d'essayer de se débattre dans cette espèce de piscine, on est tous en train d'essayer de surnager, et il faut que tu avances. Et si tu as l'humilité de comprendre que la claque que tu as pris, tu as un degré de responsabilité dedans, que tu le veuilles ou non, à quelque niveau que ce soit. Alors après, ça peut être 2% de responsabilité, comme ça peut être 99%. Hein. Mais tu t'en sers et tu te dis, ça, check. C'est comme quand tu as des enfants et que tu leur dis ne mets pas la main dans la flamme. Tu peux leur dire 1 milliard de fois, s'ils n'ont pas mis la main dans la flamme, ils ne sauront pas. Ouais. Il faut qu'ils se brûlent. Et là, ils savent. Si tu as un minimum de recul sur toi-même, c'est quelque chose que tu observes dans ta vie et dans la vie des autres. Ceux qui s'enfoncent et qui s'enfoncent et qui s'enfoncent et qui s'enfoncent, soit ils sont dans une configuration hallucinante de malchance et ils ont un chat noir qui est scotché au derrière, soit c'est qu'il y a un truc qui cloche chez eux, quoi. Tu peux pas prétendre et tourner et pointer du doigt tout le temps les conditions extérieures ou même socialement. Quand tu estimes que tout le monde est un con autour de toi, il y a un moment, il faut quand même se poser la question de savoir si c'est pas toi qui est un petit peu en dehors de la route, quoi. Alors c'est possible que tu aies raison, hein, mais
il faut un peu d'humilité, quoi. Et la claque te permet ça, quoi. Ou pas du tout. J'en connais qui ont pris des claques et c'est toujours la faute à, tu vois. Oui, il y a quand même un travail de réflexion, L'entrepreneuriat et la vie en général, c'est ça. C'est tu apprends jusqu'à ce que tu décèdes gravement. Mais si tu veux pas apprendre, tu n'apprends pas. Mais il va rien se passer, quoi. Il va rien se passer. Donc il faut aller chercher bonheur, il faut sortir de la zone de confort, il faut... par rapport à ce que tu soulevais par rapport au Covid, qui aurait pu prévoir ce truc-là ? Je ne veux même pas rentrer dans le débat du pourquoi du comment, chacun a son idée là-dessus, et on n'est pas là pour ça, mais qui aurait pu prévoir un truc pareil ? Nous, on a monté notre boîte, on a conçu notre truc, on a commandé des machines en Chine, et je te le donne en 1000 dans le Wuhan. Qui aurait pu prévoir que ce serait l'épicentre d'un truc mondial qui a foutu la Terre à genoux, quoi. Donc tout était prêt, et rien n'est parti. Parce que là-bas, les mecs, ils ont vrillé, ils ont enfermé tout le monde. Donc tout notre matos était payé, s'il te plaît, parce que c'est comme ça que ça marche là-bas. Et sous container, fermé. Quand est-ce que ça arrive ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas aller là-bas et le foutre sur ton dos, etc. Donc tu bosses les autres segments. Tu commences à travailler les autres segments, tu essaies de faire tes chiffres, tes datas, tes machins, tes trucs, les autres fournisseurs, etc. etc. Quand enfin la marchandise a été débloquée là-bas et qu'elle est arrivée ici, c'était ici que tout était bloqué. Et quand enfin on a réussi à se mettre en route, toutes les entreprises étaient fermées, en train de se casser la gueule les unes derrière les autres. T'as pas 50 options, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, là où, à la limite, je peux un peu taper dans le dos de Steph et moi, ça fait toujours du bien de se faire un peu l'autocongratulation, c'est que j'avais suffisamment d'expérience, moi, pour avoir été auto-entrepreneur, et j'ai un peu travaillé tous les modèles. C'est-à-dire j'ai travaillé avec du stock, sans stock, avec des locaux, sans locaux, avec du personnel, sans personnel, ce qui fait que je voyais à peu près toutes ces choses-là. Et je voulais absolument une société qui soit à l'épreuve des balles. Parce que je me suis dit, sans être pessimiste, mais je trouve que le contexte économique qui bouge beaucoup, il est hyper hardcore. C'est très très dur maintenant, c'est devenu très très dur. À l'époque, tu montais une boîte, surtout à l'époque du CEP ici, où tu devenais millionnaire en un claquement de doigts. C'était un truc de fou. Mais même sans parler de l'époque du CEP, encore après, c'était très facile. Le moindre Pékin pouvait ouvrir n'importe quoi et se faire de l'oseille comme qui rigole. Là, c'est devenu chaud. Donc, je voulais vraiment une société à l'épreuve des balles, avec ce qu'on appelle un point mort très faible. Donc, point mort, c'est charge variable, charge fixe, etc. Le plus bas possible. De sorte que si ta boîte est arrêtée, pour toutes les raisons de l'univers, parce que tu t'es fait faucher par une bagnole et que tu es en chaise roulante, et que peu importe, elle te coûte très très peu. Et aux surprises, en tout cas le Covid a fait la démonstration en Polynésie. Bon, là, je fais un peu mon économiste, comme si je savais de quoi je parlais, mais c'est même pas tant en Polynésie, c'est à l'échelle mondiale, mais le Covid a eu pour vertu, les gens vont me baffer quand je vais dire ça, de mettre à l'épreuve le tissu économique. Alors, si tu nous écoutes et que ta société a coulé, j'en suis triste. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je suis entrepreneur moi-même, j'ai perdu plein de boîtes, je me suis planté plein de fois, c'est terrible. La fin d'une entreprise, c'est terrible, surtout quand c'est pas voulu, évidemment. Mais l'avantage de cette situation, c'est que ça nous a mis dans une position de marche ou crève qui a fait du darwinisme à l'état brut. Alors ça peut sembler super ultra capitaliste et ultra libéral ce que je dis, mais il faut qu'on en ressorte quelque chose, il faut qu'on apprenne de ce truc-là. Si c'est possible, ça peut arriver encore sous une autre forme. Et moi j'ai été le premier estomaqué de voir des monstres, c'est-à-dire des sociétés énormes, avec des 100, 200, 300 employés, avec des réserves de trésorerie canoniques, mis à genoux à devoir vendre son âme, son rein, son bras pour pouvoir survivre auprès des banques, pour pouvoir redégager du cash flow, etc. J'ai trouvé ça effrayant. Et je me suis dit, non, cette boîte-là, il n'y a pas moyen, on va pas faire comme ça, on va trésoriser à mort, on va serrer les boulons à mort. En moralité, on a monté la boîte sans les banques. Bon, parce qu'on pouvait aussi, on avait des ressources, lui et moi, mais encore une fois, cette vision-là, sans être dans un optimisme béat de hippie, il faut quand même l'avoir. Quand la claque arrive, tu dois l'utiliser. Tu dois t'en servir impérativement. Et cette claque du Covid sur le tissu économique polynésien et mondial,
j'espère que les gens en ont vraiment tiré des leçons drastiques, quoi. Tu ne Ouais. peux pas avoir un monstre comme ça qui tombe, c'est des géants au pied d'argile. Ou alors ça veut dire que notre tissu économique est mal foutu. Ça veut dire qu'on est face à un énorme domino ou une énorme chaîne de Ponzi, on appelle ça comme on veut, et c'est hyper effrayant. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est la force vive d'un pays. C'est de l'humain, c'est de l'embauche, c'est des salaires, c'est du pouvoir d'achat, c'est des vacances, c'est de la sécurité sociale. L'entreprise fait que la CPS va aller bien. L'entreprise fait que les impôts vont tomber dans les caisses de l'État, qui vont claquer comme ils vont claquer, c'est un autre sujet. Mais voilà. Alors, avant de revenir au contexte justement actuel, dernière question par rapport à ton parcours. Tu disais que tu as beaucoup d'apprentissage et toutes ces claques que tu prends, c'est beaucoup d'apprentissage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, après ces 4 ans avoir lancé ProBlast, qu'est-ce qui fait que tu continues à apprendre? Et si je reposais la question différemment, quels sont les challenges auxquels tu fais face en ce moment et sur lesquels justement tu es en train de mettre en challenge tes capacités, tes compétences et qui vont t'aider à continuer à apprendre en tant qu'entrepreneur? T'en as tous les jours de toute façon. Au-delà du challenge de la société, déjà tu as un challenge personnel parce que tu es la société et la société c'est toi. Si toi tu vas mal, ta société invariablement va mal. À moins que tu sois dans un secteur hyper porteur et que tu aies du bol. Donc c'est un boulot déjà qu'il y a sur toi, sur ton contexte familial, sur ta relation avec ton monsieur, ta madame, peu importe. Il y a un boulot sur soi. Et ensuite le boulot structurel de la société, il est tellement divers. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis focalisé sur le fait d'avoir des objectifs journaliers, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Et je fais du marquage au fur et à mesure pour savoir où est-ce que j'en suis dans mon curseur, etc. Mais c'est une nécessité, c'est une lutte permanente. Et après, la question c'est comment est-ce que tu l'appréhendes? Est-ce que tu l'appréhendes comme une lutte en mode tu te lèves le matin, oh mon Dieu, non? Ou alors est-ce que tu te lèves le matin comme un enragé en disant aujourd'hui on y va, tu vois, donc, mais sans non plus virer dans l'aveuglement absolu du gars qui est dos au mur et qui finalement il n'a pas d'autre direction possible que d'aller tout droit. Parce que ça va jamais tout droit. La vision qu'on avait de cette boîte-là, c'est pas du tout celle qu'elle est maintenant. Il a fallu amender, s'adapter et encore une fois faire preuve d'humilité. Donc des plans de développement, on en a plein, des visions à moyen terme, on en a plein. Là, on est dans la phase, si tu veux, où la théorie, bon, on l'a faite, l'investissement, il est fait, la machine tourne et elle commence à rapporter de l'argent, ce qui, touchons du bois, est déjà formidable, parce qu'il y a des boîtes qui mettent 5, 6, 7, 8 ans à gagner de l'argent, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on est plus sur des plans de rentabilité à l'époque où on était sur 2 ans. Il y a des boîtes qui mettent 7 à 10 ans avant de gagner de l'argent, mais qui ne vivent que sur l'emprunt bancaire ou qui ne vivent que sur le cash flow. Il y a beaucoup de sociétés qui ne vivent que sur le cash flow. Et ça, c'est flippant, quoi. Mais c'est un modèle économique, je ne le juge pas, mais c'est pas le mien. Donc, mais à titre personnel, du coup, parce que là on est sur l'entreprise, mais à titre personnel, toi, quel est ton challenge actuel en tant qu'entrepreneur de te dire, ça c'est encore un truc sur lequel j'ai du mal à travailler et l'expérience de l'entrepreneur m'aide justement à progresser? C'est toujours dur, tous les jours c'est dur, parce qu'on a toujours cette espèce de réflexe de sit back and enjoy, tu vois, là je suis bien, là je suis dans ma petite zone de confort, oh c'est cool. À partir du moment où tu isoles ça, il faut en sortir, et moi c'est un truc à titre personnel que je surveille énormément. À partir du moment où je commence à m'asseoir, à partir du moment où je commence à me sentir bien, c'est là que je me dis que j'ai un problème. Il faut que j'aille chercher plus loin, il faut que j'aille chercher ailleurs, il faut que je sorte de cette zone-là. Et je suis plus un théoricien qu'un manuel, je m'oblige à aller mettre les 2 pieds et les 2 mains dedans, à aller souder des réservoirs, à aller mettre les mains dans le truc. On a des tendances, hein. Alors je dis pas que je suis un intellectuel plutôt qu'un manuel, loin de là, mais on a des accointances, des trucs qui nous plaisent. Moi j'aime plutôt être dans les chiffres et ce genre de choses, donc, mais je fais exprès d'aller à contre-courant de ces choses-là, parce que de toute façon il faut être multifacette, il faut se compléter, et je me rends compte que je vais bien, je rentre chez moi heureux, je ne suis pas une espèce d'hérisson enragé comme j'ai pu l'être par le passé, pénible pour ma femme, mes gosses, tout le monde. Je vais bien quand
j'ai donné tout ce que je pouvais donner dans ma journée, quand j'ai été chercher tout ce que je pouvais aller chercher dans ma journée, quand tous les objectifs, je les ai cochés, et même ceux que j'ai pas pu cocher, j'accepte de ne pas les avoir cochés. Donc peut-être que je les cocherai demain. Certains vont aller se crever à la salle pour être plus au calme. Moi, j'ai besoin de me remplir l'âme et le cerveau. Besoin d'être actif. Être entrepreneur, je pense, hein, si c'est pas un sacerdoce, si c'est pas quelque chose qui te remplit l'âme, je pense que tu es à côté de la plaque. Qu'on soit croyant ou non, tu n'as qu'une seule vie. Tu passes plus de temps à l'entreprise avec tes collègues de travail qu'avec ta femme ou avec tes gosses. C'est une réalité. Est-ce que c'est normal ? Et je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, il faut que ce soit du temps de qualité. Il faut que tu sois content de voir ton associé, tes employés. Il faut que tu sois content de voir tes clients, etc. Sinon, tu te retrouves, comme ça a pu m'arriver par le passé, à 2 doigts de mourir pour des accidents ou des trucs comme ça, et à te dire « Ah merde !» Et ça, je peux vous assurer que c'est un truc qui est terrible, quoi. Quand la cloche sonne, quand il faut rendre le tablier, il faut le faire de manière sereine, pas avec des regrets, des trucs comme ça. Donc chacun a ses réponses. Moi, la mienne, elle est dans le travail. Le travail, pour moi, c'est un truc qui a toujours été... qui n'a pas toujours été vu comme ça, mais qui l'est maintenant. C'est très dénigré. Je vois beaucoup de générations de plus jeunes où, pour eux, ceux qui bossent, ils sont stupides, tu vois, parce qu'ils n'ont pas trouvé le hack, la solution de contournement pour faire de l'oseille sans bosser. Tant mieux. Ok. Moi, j'ai besoin de produire pour aller bien, et donc pour être bien avec les autres, quoi. Et du coup, dans ce contexte, ton avenir personnel, tu l'envisages optimiste ou pessimiste ? Je l'envisage de manière réaliste. J'ai tendance à être optimiste, c'est-à-dire que Stéphane, de ce point de vue-là, est très, très utile. Il me freine, c'est le pondérateur, c'est l'avocat du diable. Mais parce qu'on a vraiment épousé ce rôle-là, quand on s'est calibré l'un l'autre, on a enfilé un espèce de rôle qui nous va, où on a besoin l'un de l'autre, les avantages de l'un ne sont pas les avantages de l'autre, etc. Donc je vais avoir tendance à forcer. Tu rentres pas par la porte, rentre par la fenêtre, tu rentres pas par la fenêtre, rentre par le toit, enfin voilà. Et lui, il va avoir tendance à dire wow, regarde ça, attends, et il faut que je sois capable d'écouter aussi. Donc la voie du milieu, mais l'engagement doit être sans faille, quoi. Mais il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'est une question de nature. Je sais que moi, quand je suis en vacances, tu m'emmènes à la plage, je vais y passer 2 heures, au bout de 2 heures, je vais commencer à faire des sauts périlleux, quoi. J'arrive pas, quoi. Je peux pas. Enfin, j'y arrive de plus en plus grâce à ma femme, qui elle est beaucoup plus dans l'instant présent, et elle m'apprend beaucoup à ce niveau-là, mais le travail pour moi c'est la vie, quoi. Et du coup, l'avenir de l'entreprise, optimiste ou pessimiste ? Oui, plutôt optimiste, mais réaliste. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire face à des challenges qui vont être très importants. On sait qu'en face de nous, on a des titans. On n'essaye pas du tout de jouer dans leur catégorie de toute façon. On fait notre propre trace, parce qu'il y a un truc qu'on ne voulait vraiment pas, si tu veux, c'est... Il y a quand même cette espèce de tendance en Polynésie à faire du copier-coller. Tu vois, on voit qu'un modèle économique existe, paf, copier-coller. On voulait être à part. On voulait être novateur. Proposer quelque chose de différent. Proposer quelque chose de différent. Il y a des trucs qui, moi, mentalement, j'arrive pas à le comprendre. J'écoutais l'un des podcasts là avant, notamment sur Capu, qui était révolté sur l'histoire enfin révolté, c'est peut-être un terme un peu grand, mais qui comprenait pas comment est-ce que cette nouvelle chaîne de fast-food s'installait ici, et que tout le monde se gargarisait en disant c'est super, etc. Alors qu'il y avait d'autres choses à faire beaucoup plus urgentes. Je suis d'accord avec toi, Capu. C'est-à-dire que si tu es à la tête d'une somme pareille d'argent pour mettre un truc en place comme ça, et je sais de quoi on parle parce que j'ai un peu bossé dans le domaine aussi, va chercher un truc qui n'a jamais été fait, quoi. Quel est le besoin de... Bon, après, il y a des raisons, des trucs et des machins, mais... Un travail, c'est pas un travail, c'est pas juste un truc qui te rapporte de l'argent. Alors, peut-être que c'est ça, tant mieux, mais pour moi, c'est autre chose. C'est créateur de tissu humain, c'est... Tu fais quelque chose, tu participes quelque part, dans le plus ou dans le moins, à l'écosystème global de ta planète. Donc je sais qu'on va prendre des claques, je sais qu'on va prendre des grosses descentes d'organes,
On a tout un tas d'idées sur des développements, des trucs extraordinaires, mais on est beaucoup dans la pondération. Ce que je souhaiterais, c'est accentuer l'embauche, avoir plus de personnel local, si possible, non qualifié, de sorte que les mecs sortent de chez nous en se disant « Voilà, c'est un vrai con ce gars, mais au moins il sort de là avec quelque chose. Tu vois, ou alors il sort de là avec d'autres perspectives, parce qu'on a eu un gars comme ça juste avant, un CAE, que l'on pensait garder, et le gars, au fur et à mesure de l'entreprise, a voulu ouvrir son entreprise. Excellent. Et ça c'est chouette, ouais, quand t'entends ça. Le gars, c'est une belle reconnaissance c'était pour toi. C'était un CAE, alors c'est pas dénigrant ce que je dis, mais... Et il te dit, c'est chouette votre boîte, tout ça, mais là, moi, ce que je veux, c'est monter ma boîte de... bon, c'était dans l'automobile, le detailing, etc. Ça fait du bien d'entendre, te dire que le gars, il a envie d'être autonome, etc. Tu te dis que t'as pas foiré complètement le truc. Bon, tu hurles à l'intérieur parce que t'as formé le gars et tu te dis, bon, j'ai tablé dessus, c'est un investissement qui s'en va. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah, c'est cool parce que le gars, il... Tu te sens utile, quoi. Ouais. Et du coup, parce qu'on sent cette volonté vraiment d'engagement, j'allais dire social de ton entreprise. Du coup, dans 10 ans, si tu avais à imaginer à quoi ressemblerait l'entreprise ProBlast, ce serait quoi? Décrire un peu l'entreprise, à quoi elle ressemblerait dans 10 ans? Bah, je te dirais que j'aimerais bien le monter sous forme de franchise, c'est-à-dire avoir une antenne sur Tahiti, vraisemblablement une antenne ou deux dans les îles, parce que c'est des modèles qui peuvent être dupliqués, et permettre d'accéder aux gens clé en main, avec l'expertise que l'on a maintenant sur l'entreprise, à une franchise, et devenir leur propre patron et créer du tissu économique sur la zone dans laquelle ils sont, tout en répondant à des besoins sur place de retraitement des choses. On est clairement dans le combat de l'obsolescence programmée, quand même. Je veux dire, on récupère des trucs, on les retape, ils sont repartis pour 10 ans, quoi. Alors que tout est fait pour qu'on rachète à neuf. Non. Donc il y a cet aspect-là, il y a d'autres trucs formidables qui sont en train de voir le jour, spécial dédicace à tout le groupe TSP Technival et Co, où on est en train de bosser avec Benoît sur, par exemple, la filière du verre. C'est-à-dire qu'en fait, en Polynésie, on importe des bouteilles de verre dans tous les sens, on la fabrique peut-être un peu, je ne suis pas au fait véritablement de comment ça se passe, mais il y a un volume de verre qui est monumental. Nous, dans le business model, on avait le choix entre tout un tas d'abrasifs, l'oxyde d'aluminium, des trucs comme ça, mais comme on s'est dit qu'on était quand même dans une démarche qu'on essayait d'être vertueuse, au final, on a opté pour un type d'abrasif qui est le verre. Le verre, c'est de la silice, c'est ce que tu retrouves sur la plage. C'est-à-dire que c'est un truc qui est réutilisable à l'infini. Il faut le savoir, c'est une des seules ressources qui est réutilisable à l'infini. J'ai commencé à importer de la marchandise de l'étranger à gauche à droite pour avoir cette base d'abrasif. Et puis à un moment, je me suis regardé, je me suis dit, mais on est en train de collecter du verre de partout en Polynésie. Qu'est-ce qu'on en fait exactement? Et j'ai commencé à aller gratter les copains là-bas à Technival, Enviropol et compagnie. Et j'ai dit, ça marche comment? Et les mecs sont engagés dans ce boulot-là. Ces gars-là font un boulot, c'est une mission. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le traitement du déchet pour faire de l'oseille. Alors oui, certes, il y a un aspect financier, mais tous les gars que j'ai rencontrés là-bas, c'est une mission. C'est magnifique de voir ces mecs-là. Et on collecte, c'est-à-dire que tu bois ta bière, tu la fous dans ton collecteur, il est envoyé, il est concassé, et après, c'est-à-dire qu'on en utilise une partie dans les VRD, ce qu'on appelle les VRD, c'est dans les tranchées, tu vois, quand on fait les canalisations, travaux, les trucs comme ça, mais pas tant que ça. Le gisement, c'est, en Polynésie, il est monstrueux, des milliers de tonnes, et on l'utilise pas tant que ça. Moi, j'en utilise quand même pas mal. Hein. Et je me suis dit, pourquoi je vais continuer d'aller foutre de l'oseille en Chine, en Inde, aux États-Unis, etc. Donc faire sortir de l'oseille polynésien en dehors de Polynésie. Alors oui, tu me diras, quand il revient, je paye des taxes, etc. Mais en attendant, le cash, il est parti là-bas. C'est là qu'on parle un peu comment économie circulaire, pour être un peu technique. Alors qu'on a tout ce qu'il y a là. Et Benoît me dit, oui, on peut. La granulométrie, la taille, on peut, on est en train de, et on va faire ça. Donc ça veut dire que en local, on a une entreprise qui va récupérer des jantes qui sont moisies, des trucs, des machins, qu'on va pouvoir
sabler dans des conditions éco-responsables minimales, avec du verre en local, qui va être retraité en local. Donc tu boucles un chemin financier et un chemin de ressources en local. Parce qu'il faut savoir que le verre est tellement recherché que c'est pour ça que les mecs grattent les montagnes et creusent dans tous les sens le sable. C'est une denrée qui est hyper rare. Et au lieu d'aller péter des montagnes, creuser des littorales et des trucs comme ça, on l'a entre les mains tous les jours. Dans ta bouteille de Bip Cola, etc., etc. On l'a là. Donc on est en train de mettre ça en place avec eux. Et je trouve ça énorme. On a commencé à travailler avec leur équipe et les gars, à partir de là, ça a commencé à faire pop-pop. Ils se sont dit, on peut utiliser ce sable local pour les filtres à piscine. On peut utiliser ce sable local pour... Et puis toutes les idées ont commencé à sortir les unes derrière les autres. Parce que c'est pas nous, les trois pecnos dans notre petite boîte qui avons consommé tout le gisement, faut être clair. Mais je me dis, si l'argent peut rester en Polynésie, si le consommable peut être pris en Polynésie plutôt que d'être enterré pour rien foutre, c'est clair. Là tu fais quelque chose à ton échelle, ton empreinte, elle est valable. Donc des projets comme ça, tu parles de l'avenir de l'entreprise, c'est ça. D'accord. Ça et d'autres aspects. On a des visions, on a des trucs, certaines que je garde pour moi évidemment, mais tu ne peux pas rester statique en tant qu'entrepreneur. Si tu es statique, t'es mort. C'est aussi simple que ça. Alors du coup, ma dernière question, on arrive déjà à la fin de cette interview, mais si tu avais un dernier message à faire passer justement pour peut-être partager les fruits de ton expérience d'entrepreneur. Tu disais on apprend difficilement de l'expérience des autres, mais on peut quand même essayer. Donc si tu avais toi un message à partager à nos auditeurs pour terminer cette conversation, qu'est-ce que tu leur dirais ? Il faut aller chercher ce qui résonne en toi. Il faut véritablement... Là, il faut mettre une musique lancinante derrière. Va chercher bonheur. Il faut avoir des certitudes teintées de doute pour faire des punchlines un peu foireuses. Et ces formats-là, audio, de podcast, ou alors même ce qui est fait par rapport à la CCISM, sur Prism, sur tous ces trucs-là, etc. Allez-y. Rencontrez du monde. Parlez-en autour de vous. N'ayez pas peur d'exposer votre idée. Bon, ça dépend à qui, évidemment, parce qu'il y a quand même des pirates des Caraïbes de première catégorie, mais allez confronter vos idées avec tous ces gens-là, ou avec des gens comme moi. Je suis toujours ouvert à ce genre de conversation, pour aller chercher ce que vous ne voulez pas entendre, surtout, et pour aller chercher aussi de la motivation. Mais si ta motivation à toi seule devrait suffire. Mais si tu viens chercher des choses que tu n'as pas envie d'entendre, il faut que tu les utilises, toi, à tes propres desseins. En tant qu'entrepreneur, il faut être capable d'entendre de la critique pour peu qu'elle soit constructive et avérée. Et bien évidemment qu'un neurochirurgien ne va pas lui demander l'avis d'un gars comme moi, tu vois, j'y connais rien du tout, quoi. Mais voilà, il faut être ouvert, tourné vers l'autre, être capable d'encaisser du non, être capable d'encaisser, avoir de la résilience, et avoir quand même l'esprit suffisamment analytique pour ricocher dessus. Ok, super. Message super intéressant et nouveau, on l'entend rarement. Donc merci beaucoup Olivier de t'être joint à nous pour cette conversation. Et puis longue vie à ProBlast du coup et à tous vos beaux projets. Maruru. Marumetei. C'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré par Philippe dans nos nouveaux locaux en compagnie d'Olivier Roussel, fondateur de l'entreprise ProBlast. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana.